Ok, top. Le son est démarré. Je vais démarrer la vidéo. Top. La vidéo est démarrée de ce côté. Je démarre de ce côté. Top. La vidéo est démarrée de ce côté. Je mets le texte. Est-ce que de ton côté c'est bon? Ouais. C'est nickel. On va partir du coup. 5, 4, 3, 2, 1. Voici Kangaba, pas loin de Bamako, à 50 km de la Guinée. Depuis toujours, cité dortoir pour tous les orpailleurs de la sous-région. Il s'y trouve aussi la case sacrée, le Kamala Bolon, restauré en 1653 et où sont gardées les reliques datant de l'époque impériale. Les sages s'y réunissaient pour des prises de décision d'une importance particulière. Un nombre défini de familles y avaient leur place attitrée. Et j'ai même entendu dire que si l'on s'y rendait et qu'on était membre de l'une de ces familles, eh bien, que automatiquement on s'asseyait comme par enchantement sur celle de notre lointain aïeux. Que celui qui se sent l'âme curieuse s'y essaye un jour. Ici, c'est Mandin, une trentaine de localités, de villes et de villages, patrie des griots, mais aussi de ses confréries de chasseurs, les dozos, qui sont convaincus que chacun d'eux est le double d'un animal, la mort de l'un entraînant fatalement celle de l'autre. Ici, c'est Mandé, berceau de l'Empire du Mali, à l'avant-garde de la lutte contre la colonisation française, entre 1881, top départ de l'administration par le gouverneur Joseph Gallieni, et juin 1960, indépendance de l'éphémère Fédération du Mali. Entre-temps, 4 années après l'installation de ce gouvernorat, les colons avaient dû se replier suite à des déconvenues infligées par une résistance qui dès lors ne s'éteindra jamais et dont la figure principale sera Samori Touré. La colline de Kouroukanfouga, fille de Kangaba, le foyer de la civilisation de Mandé, ainsi que du glorieux empire du Mali au XIIIe siècle. Bonjour à tous, je m'appelle Madani Sissé, je crée des contenus d'histoire sur YouTube et Patreon. Le passé éclaire le présent, alors allons-y pour un trip de quelques minutes d'histoire. Démarrons par le vieux continent cette fois-ci. L'Europe et ses 64 millions d'habitants, à l'époque plus nombreuses que celle de la Chine, inaugurent le nouveau siècle avec une nouvelle expédition guerrière en Terre Sainte. Nouvelle croisade. Elle est avortée à cause de la cupidité des Latins. Venise, Pise et Gênes se déchirent à propos de Constantinople. Ils finissent par se mettre d'accord et se partager l'entité. Donc Venise s'accapare le plus gros morceau, mais la Sérénissime République ne paie rien pour attendre. Son tyrannique empire latin ne fera pas de vieux os et explosera en vol dès 1261. À compter de 1220 environ, et ce durant plusieurs décennies, c'est la mode des bastides dans le sud-ouest de la France, avec une frénésie des constructions de villes nouvelles, placées sous administration soit des comtes, soit du roi lui-même, ou bien du clergé. Les plans étaient systématiquement les mêmes, une place entourée de passages, plus ou moins couverts. On dénombre, selon une liste non exhaustive, 263 de ces bastides dans l'Hexagone. Le pays de la Grève expérimente par ailleurs ses premiers mouvements, et c'est l'enseignement qui est le PREMS, avec l'Université de Paris sur une période de 3 ans à compter de 1229. Tout ceci, c'était au moment pile où, de Béziers à Carcassonne, après 20 ans tout de même, s'achevait la croisade albigeoise contre l'hérésie du catharisme. Le catharisme, l'idéologie de ceux qui, au sein du christianisme, étaient réfractaires aux dogmes établis, dégoûtés qu'ils étaient par la corruption de certains membres du clergé catholique. Eux croient avant tout au bien et au mal, le yin et le yang quoi. Eux, ils renoncent à tout ce qui est terrestre, avec l'espoir d'atteindre un jour la perfection et la récompense, approcher le Seigneur.
Oui, mais il ne leur sera pas fait de cadeau sur terre. Cette croisade-là débouchera sur une réforme du clergé local, mais aussi sur l'Inquisition et ses sanguinaires exécutions collectives. Pour certains, ancêtres de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais nous allons voir avec d'autres revendiquent cette primauté. La première mouture de la Magna Carta est signée le 15 juin 1215 par le roi d'Angleterre, issu de la maison Plantagenet, Jean Santerre. Le même qui le contestera un an plus tard auprès du pape Innocent III, lequel, à son tour, ne se fait pas prier, c'est le cas de le dire, pour l'annuler presto, faisant excommunier les barons coupables d'avoir attenté au roi protecteur de l'Église. Au départ, texte plutôt dense. La bien nommée Grande Charte sera progressivement rognée pour se fixer à 37 articles dans sa version courte. Charte libertaire ou charte liberticide? Si la justice est proclamée pour tout homme libre, cet homme libre-là, dans l'acceptation de ceux qui l'ont rédigé, n'inclut cependant nullement l'écrasante majorité à l'époque de la population, et notamment la dolente paysannerie. Drach nach Osten, à l'est du continent. Dès 1210, les chevaliers teutoniques s'emparent en gros de la région qui va de l'Allemagne à la Prusse. Aujourd'hui, c'est la région russe de Kaliningrad. 13 ans plus tard, dans ce qu'on peut voir comme un galop d'essai, l'Empire mongol envahit la Russe de Kiev. Il en fera de même partout en Europe centrale, détruisant de grandes capitales comme Moscou et inaugurant une nouvelle époque, celle de la Pax Mongolica. Genghis Khan n'y était pas allé avec le dos de la cuillère. Il est à l'origine de la formation en 1207, ou plutôt entre 1207 et 1294, du plus vaste empire contenu ayant jamais existé de mémoire d'homme. Plus de 33 millions de kilomètres carrés, c'est quand même plus grand que le massif continent africain. Alors, invasion, pillage, dévastation de cités, mais aussi mise en esclavage des populations défaites et massacre de masse, on ne les oubliera pas de sitôt. N'empêche que de la route de la soie maritime au système des postes, le système postal des points relais à distance déterminée, jusqu'au code de loi Yassa, l'administration mongole avait quand même apporté ses plus. Le Proche-Orient, lui, vit au rythme des croisades jusqu'en 1271. Le premier plan était de conquérir le sultanat égyptien pour ensuite monnayer ce sultanat contre le royaume de Jérusalem. Ce n'était pas concluant. Puis l'empereur du Saint-Empire romain germanique Frédéric II s'y met. Il use d'une stratégie diplomatique qui s'avère plus concluante. Mais l'objectif n'est toujours pas atteint. Viennent ensuite les barons français. Puis Louis IX, toujours pas ça. Le roi capétien meurt près de Tunis en 1270. Édouard d'Angleterre prend le relais et s'y essaie à son tour. Mais il ne parviendra qu'à offrir un très léger répit au royaume de Jérusalem, car bientôt la dynastie non héréditaire des Mamelouks va pour de bon s'approprier la totalité des territoires de Syrie. Pendant qu'elle assoit son autorité au Levant, du coup, le monde arabo-musulman est en déclin dans la péninsule ibérique, car là, une reconquista est en cours depuis 1229, patiemment et en à un, tous les territoires conquis depuis les Omeyyades sont pris. Grenade sera le dernier, en 1246, en Espagne, et Faro, 3 années plus tard, du côté du Portugal. Et pendant qu'on libère son royaume, on s'impérialise chez les autres. En Amérique, il a été déterminé que c'est après 1200 qu'arrivant du nord-ouest, les Aztèques commencent à se sédentariser dans la vallée du Mexico. Ils y développent tous les apparats d'une civilisation. Une armée, des moyens d'échange, des prêtres, des lois, etc. Les origines
de ce peuple aztèque reste encore flou. Ce qui l'est moins, en revanche, c'est qu'ils sont notoirement amateurs des sacrifices humains, qu'ils auraient élevés au rang d'une pratique religieuse. Beaucoup étaient volontaires, dit-on. La mort par sacrifice étant la plus glorieuse avec celle au combat. Et c'est peut-être pour ça que les conquistadors n'ont pas eu trop de scrupules à les décimer. Mais attention, attention. Celui qui affirme tout ceci, c'est le conquistador espagnol Hernán Cortés, et aussi celui-là même qui est l'un des principaux artisans de l'hécatombe au sein d'une population mexicaine qui était passée, tenez-vous bien, en un siècle de 20 à 1 million d'individus. On peut dire que ça avait saigné. Et que mine de rien, ces conquistadors venus d'Espagne ont leur place sur le podium des plus grands génocidaires de l'histoire. L'Afrique, au XIIIe siècle, c'est le califat hafside au nord, qui va assez rapidement se scinder en deux entre Tunis et Bougie, puis en trois avec Constantine. Leur territoire est frontalier avec celui du royaume de Kanem au sud, sur les terres de l'actuel Tchad, une des premières entités entièrement islamisées au sud du Sahara. Dans la Corne de l'Afrique, les Salomonides, parmi les plus anciennes maisons souveraines du monde, descendants de la reine de Saba et du roi Salomon tout de même, s'installent sur le trône d'Éthiopie en 1270, en lieu et place de la dynastie Zagoué. Alors que le foyer civilisationnel du royaume Mapungubwe et du Limpopo, présent là depuis le XIe siècle, est en train de lentement mais sûrement disparaître, dans son voisinage immédiat, le peuple des Shona s'affirme à travers la construction d'agglomérations de pierre. Le grand Zimbabwe en langue Shona se positionne à cheval sur l'espace correspondant au Mozambique et au Zimbabwe contemporain, avant l'éclosion 3 siècles plus tard de l'empire Mwena Mutapa. Face à l'Atlantique, englobant une partie tropicale et une partie sahélienne, l'Empire du Mali est fondé en 1236 par Soundiata Keita. Sur cette chaîne, nous recherchons, sélectionnons et racontons d'une manière que je qualifie d'inclusive l'histoire des différents peuples. Un gros merci à tous ceux et toutes celles qui commentent et ou partagent nos productions audio et vidéo. Celles-ci sont présentes, vous le savez, sur les plateformes Patreon et YouTube. Alors après la chute de l'empire du Ghana au tout début du XIIIe siècle, son territoire fut morcelé en plusieurs petits royaumes, dont le plus puissant était celui du Soso. Son Mansa, Soumaoro Kanté, n'avait de cesse, à tort ou à raison, d'attaquer ses voisins et réussit tant bien que mal à en soumettre la plupart, dont le mythique royaume de Ouagadougou. Le jeune prince Soundiata, miraculé car ayant retrouvé la faculté de marcher bien qu'étant né handicapé, forme en 1235 une coalition militaire de tous les royaumes mandingues, puis l'année suivante, dans un mélange mystico-guerrière, parvient à vaincre l'armée de Soumaoro Kanté sur le mont Koulikoro. Celui-ci est personnellement blessé, on ne le reverra plus jamais. Au lendemain de cette victoire, 12 chefs de province sont convoqués pour prêter serment d'allégeance à Soundiata Keita, au niveau des collines de Kouroukanfouga, actant ainsi la naissance de la première fédération de peuples en Afrique, au sud du Sahara. Et donc, selon les récits des griots, ainsi que la mémoire populaire, après 12 jours et autant de séances présidées par Saamadi, le roi Bobo, assistés des membres les plus anciens du pays mandé, la confrérie des chasseurs d'Ozo, le mandin Sigikan, la charte des droits inaliénables de l'homme, est proclamée mode de conduite de tout citoyen du Mali. Un ensemble de résolutions qui reprend les 7 préceptes connus sous le nom du serment des chasseurs, lui datant de 1222, et qui, dans une culture de la transmission uniquement orale, ont été narrés génération après génération partout dans le monde. Ça traite de société, d'économie, d'écologie, de droit, en tout 44 articles inscrits en 2009 sur la liste des patrimoines immatériels de l'humanité.
je vous propose donc une courte revue de certains articles de la charte Kouroukan-Fouga, peut-être la charte la plus ancienne, en lien avec les droits inaliénables de l'homme, les droits de l'homme et du citoyen. Donc là, c'est selon la transcription de M. Siriman Kouyaté, c'était un conseiller de la cour d'appel de Kankan en République de Guinée, et c'était donc une transcription en mars 1998. Alors, je n'ai pas traité de tous les articles, hein, la voix, n'est-ce pas? Je n'ai pas traité de tous les articles parce que ça serait un peu fastidieux. Il y a 44 articles quand même. Donc, transmis oralement, on est bien d'accord, la charte de Kouroukan-Fouga, anciennement charte, enfin la charte des chasseurs, qui lui a été énoncée en 1229, selon les informations qui nous ont été rapportées par les historiens griots de la tradition mandingue. Donc la société du Grand Mandé est divisée ainsi qui suit. C'est l'article 1. Moi je l'appelle l'article 16.4.5.4. Donc c'est l'organisation de la société. On sait que par exemple en Europe, c'était au Moyen-Âge, il y avait 3 classes. Il y avait la noblesse, le clergé et puis le tiers-état. Et bien là, on va dire qu'il y a 4 classes. Et dans ces 4 classes, on a les 16, les 4, les 5 et à nouveau les 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, tout simplement, les 16, c'est les tontadjons. Ce sont des porteurs de carquois. Les carquois, c'est les études, c'est en cuir qui servent à ranger les flèches ou enfin toutes sortes d'instruments de chasse ou de guerre. Donc, dans la société mandingue de l'époque, ce sont les hommes libres, en général des chasseurs, des guerriers, mais aussi des paysans, avec des patronymes comme Traoré, Sissoko. C'est comme ça qu'en général, dans l'Empire du Mali, on reconnaissait d'où venaient les personnes. C'est par rapport au nom de clan. Donc Ouedrago, Camara, Dansoko, etc. Et puis donc les 4. Donc là, la voix va me dire encore. C'est quoi les 4? Oui, tout simplement. Ouais. Alors les 4, c'est les Mansassi. Les Mansassi, c'est le clan des princes appelés à régner un jour. Parmi eux, et Keita, bien entendu. Une déformation. Hein. Keita, c'est une déformation de Konaté à la base. Même si les deux coexistent et sont comptés à part entière dans cette fameuse liste des 4 clans. Donc après, il y a les 5, il y a les 4. Les 5, ce sont les Morikanda, c'est la classe des marabouts. Donc là, c'est les enseignants en matière ésotérique et religieuse. Ils ont pour titre Mori de Mandé, et qu'on peut retranscrire par maître du Mandé. Donc on a les Cissé, les Touré, entre autres. Au sein d'un Mali très orienté vers le mystique, le spirituel et le religieux, leur importance était bien évidemment primordiale. Et donc les 4 derniers, les Nyamakala, ce sont les classes de métiers qu'on peut simplifier en caste des artisans. Donc, et parmi eux, on a les Djeli, c'est-à-dire les griots en français. On a les Noumou, qui sont les forgerons, les Garankés, les cordonniers. Eux aussi sont très importants, les Garankés, dans cette société. Et il leur est demandé de convaincre, hein, parce que leur vocation à eux, c'est d'être des médiateurs dans la cité. Donc il leur est demandé de convaincre uniquement, et là c'est important, par le mot, d'accord, en usant du verbe, sans, ce qui veut dire, généralement ils ne vont pas au combat, ils ne se battent pas. Donc ce sont des conseillers de chef, on peut les comparer aux bouffons du roi en Europe, hein, et il y a des ressemblances, et donc il leur est possible de dire la vérité, même si ça dérange, même si c'est cru, le cas échéant. C'est en principe ce qu'il leur est demandé de faire. Je voulais rajouter une chose, il y a la caste aussi, ah oui c'est important, la caste qui n'apparaît pas dans la liste, dans la charte telle que proclamée à Kouroukan-Fouga, mais qui est important dans l'organisation de la société mandingue, c'est les Djommogo, c'est la classe des esclaves. Ils proviennent pour la plupart des guerres, ou plus simplement, ils ont été achetés parfois d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'était pareil que la traite négrière, la manière dont ils étaient traités les esclaves? La traite négrière transatlantique, alors je crois que non. Parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'esclavage du Manding ressemble plus
à la société de la féodalité européenne où il y avait une classe comment dirais-je, de suzerains et de vassaux. C'était plus ça, hein. On pouvait avoir des esclaves qui ne ressemblaient pas aux esclaves tels qu'on le concevait bien plus tard, après la traite négrière transatlantique en Amérique, où on était en meuble et on n'avait aucun droit. L'esclavage, et ça, c'est ce que moi j'ai compris. En tout cas, si quelqu'un a une autre explication, je veux bien l'écouter, mais d'après toutes les informations que j'ai eues, l'esclave de la société mandingue n'était pas forcément un être que l'on abusait systématiquement. Il avait son importance dans la classe. Simplement, bon, il n'avait pas les droits qu'ont les autres classes. Donc, il n'était pas amené, par exemple, à siéger, lorsqu'il y avait des pourparlers importants. Sa voix n'était pas prépondérante. Il était censé suivre les autres, mais ça ne faisait pas de lui un objet. Il avait la possibilité de se marier, de vivre, d'avoir il avait le droit de propriété, par exemple, d'après ce que j'ai compris. J'espère avoir répondu à la question. Donc là, on va avancer. L'article 4, c'est les classes d'âge. Alors là, c'est une spécificité, me semble-t-il, là aussi de la charte de Kouroukanfouga. La société est divisée en classes d'âge. À la tête de chacune d'elles est élu un chef. Sont de la même classe d'âge. On peut penser que c'est ceux qui ont le même âge. Ben non. Les personnes de classe d'âge, ce sont les personnes d'abord hommes ou femmes. Il n'y a pas de discrimination. Ils sont nés au cours d'une période de 3 années consécutives. Ça veut dire que, eh bien, toutes les personnes en fait qui sont nées 3 ans avant et toutes les personnes qui sont nées 3 années après sont de la même classe d'âge que vous. Donc ça fait en fait un créneau de 7 ans. Et c'est quand même une manière, si tu veux, de permettre de mettre en relation les générations. Puisque si, par exemple, une personne se trouve au milieu des 3 ans après et des 3 ans avant, ben, il est en lien entre ces deux classes d'âge, en fait. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc ça a été instauré au moment de la charte de Kouroukanfouga également, et ça existe encore hein, de nos jours. Quand on va en Afrique, en pays mandé, il y a toujours ce système de classe d'âge qui existe. Et que voilà, on sait toujours de quelle classe d'âge on est, et tout est permis entre nous, on peut plaisanter, on peut se dire des choses, des vérités, sans que ça ne pose un problème. Et là, ça nous amène au niveau de l'article, donc de la parenté à plaisanterie, on va y arriver, parce que le but recherché, c'est de favoriser dans la société la bonne entente dans laquelle les valeurs de tolérance réciproque, de solidarité doivent se propager. Donc comme je l'ai dit, tout est né de 3 ans après ma naissance et tout Benjamin jusqu'à 3 années après ma naissance sont censés être mésogos, et cela fait un lien générationnel de cette année pour chaque individu. Une évidente volonté de tisser les liens entre les générations tout en ranimant l'esprit de camaraderie. Donc, l'article 5, respect de la vie. Alors là, c'est un article, ben oui, hein, ça paraît évident, mais la plupart des lois sont évidentes. Si on regarde bien, cet article sacralise la vie humaine, et on peut dire que c'est à ce niveau-là qu'on voit son caractère universel. De quel article il s'agit? La voie, eh bien, l'article dit ceci. Chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. En conséquence, tout acte attentatoire à la vie d'autrui, eh bien, est puni de mort. Donc voilà. Il y avait donc la peine de mort. Oui, j'ai l'impression qu'il y avait la peine de mort et même la loi du talion quelque part, puisque c'est œil pour œil quelque part, hein, une vie pour une vie. Donc qui tue sera tué. Et donc c'est ce qui est appliqué, et effectivement au Mali au XIIIe siècle. Donc effectivement, c'était une manière de montrer à quel point la vie humaine est importante, et de montrer qu'effectivement on pouvait être mis à mort si on délibérément, hein, j'entends bien, c'est pas dans une guerre ou en cas de légitime défense, c'est par exemple un assassinat. C'est un assassinat. Voilà. D'accord, okay. Parfaitement ça. L'article 7, donc j'en parlais. La parenté à plaisanterie, la parenté, je dirais même au sens large, car nous allons voir que ce n'est pas simplement entre parents directs. L'article dit, il est institué entre les Mandinka le Sinankuya. Donc le Sinankuya,
cousinage à plaisanterie. En conséquence, aucun différend né entre ces groupes ne doit dégénérer, le respect de l'autre étant la règle. Donc, afin d'instaurer la paix, là aussi, il avait été constaté que les lois ne suffisaient pas. Cela saurait sinon. Et dans une logique de prévention des inévitables conflits, les sages du Mandé ont instauré ce savoir-vivre absolument original. Le Mandinka Sanankuya concerne aussi bien les relations entre individus, mais plus tard, les rapports entre les clans aussi. Donc, entre clans, on peut être parents à plaisanterie. C'est-à-dire que des clans peuvent être considérés comme étant des parents à plaisanterie, ou même entre différentes ethnies. Il se décline aussi en Mamareya. Mamareya, c'est ce qui installe ces mêmes rapports entre grands-parents et petits-enfants. Donc, avec mamie, papy, on peut avoir ces rapports-là de parenté à plaisanterie. Puis, en Fulaïa, donc c'est ce qui nous ramène à l'article 4 dont je viens de parler, c'est-à-dire entre classes d'âge. Je pense avoir été clair sur le parenté à plaisanterie. On va passer à l'article 9. L'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société. La puissance paternelle appartient par conséquent à tous. Donc c'est exceptionnel, là, l'article 9, c'est pour moi la prise en charge de l'éducation collective, de l'éducation par la collectivité. C'est une valeur de solidarité, là aussi, qui est présentée sous cette forme d'aide à l'éducation des enfants. Et en même temps, les enfants comprennent qu'ils doivent à n'importe quel adulte le même type de respect qu'ils appliquent à leurs propres parents. Donc c'est quand même, cet article-là montre à quel point la société du Mali voulait montrer la valeur de respect. Bon, ici, je vois que ce qu'on fait dans les transports en commun, dans le métro, par exemple, dans les grandes villes, parfois il est marqué, voilà, on laisse la place aux vieux, etc. Mais la parenté à plaisanterie, qu'est-ce que je dis ? La prise en charge. La prise en charge collective de l'éducation de l'article 9 de Kouroukan-Fouga, fait loi le fait justement de respecter systématiquement la personne qui est plus âgée, ce qui n'est pas de nos jours évident partout, mais ils y avaient pensé, les sages du mandat. L'article 18, respectons le droit d'aînesse. Donc voilà, cet article vient confirmer la philosophie de l'article 9, tel que je l'ai interprété, en instaurant l'injonction du respect des aînés. Il est très clair, hein, cet article, il est simple, il se résume à respectons le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, là, c'est pas simplement les personnes âgées, hein, ça peut être une personne un grand frère, c'est un aîné. Donc c'est un respect qu'on lui doit de la même manière qu'à n'importe quel aîné, des personnes qui ont l'âge de son grand frère ou des personnes qui ont l'âge de ses oncles. On va avancer, hein, à la voir. On en est à l'article 24. Ouais. Ne faites jamais de tort aux étrangers. Alors là, pour moi, c'est le yin et le yang en même temps, car la différence n'étant pas clairement faite entre l'étranger proche que l'on connaît et dont on peut penser qu'il nous connaît aussi, comme par exemple les royaumes voisins, le Kanem, Ifé, etc. Et puis l'étranger plus lointain, au-delà du Sahara, et plus tard les explorateurs européens. Car à mon sens, cet article, je ne sais pas ce que tu en penses, Lavoie, mais appliqué sans distinction, eh bien, avait pu être une des causes des infiltrations d'étrangers qui plus tard revenaient avec des corps d'armée, des razzias et même de la traite humaine à l'échelle industrielle, telle que pratiquée par les uns et les autres. Ça s'est retourné contre eux. Voilà, cet article de loi a été, à mon avis, pensé pour des populations qui nous sont voisins directs et donc on se connaît, on connaît nos mœurs et coutumes, mais pas forcément pensé pour des étrangers plus lointains et qui ne nous connaissent pas et qui arrivent avec d'autres systèmes de pensée et valeurs. Et il suffit de lire Mungo Park, qui a été l'un des premiers explorateurs européens. Il décrit bien dans son livre cette propension à bien traiter les étrangers, parfois au-delà même du raisonnable. L'article 29, maintenant, c'est la fixation des règles du divorce. Donc,
Les sages du Mandé avaient donc incorporé le droit de divorce qui est toléré pour l'une des causes ci-après, l'impuissance du mari, la folie de l'un des conjoints, l'incapacité du mari à assumer les obligations nées du mariage. Le divorce doit être prononcé hors du village. Donc, très complet, cet article, à mon avis, par rapport, toujours, il faut se mettre dans la géographie. Hein. Après, c'est sûr que si on est asiatique ou européen de cette époque-là, ça ne répond pas forcément à nos préoccupations. Mais par rapport à la vie locale là-bas, je pense que cet article-là est complet. Parce que cet article est explicite sur les causes valables de divorce, qui là sont singulièrement différents pour le meilleur et pour le pire, tel qu'on le connaît. L'époux est mis face à sa responsabilité d'assumer l'approvisionnement et injustement peut-être de ne pas avoir de défaillance. Parce que là, effectivement, quand on dit dans le mariage que, par exemple, pour le meilleur et pour le pire, ben là, non, apparemment, parce que dans cet article-là, en cas de défaillance, d'impuissance, par exemple, du mari, ben, c'est une cause valable de divorce. Ce qui, me semble-t-il, n'est pas forcément valable dans le système de pensée du meilleur et pour le meilleur ou pour le pire, tel que formulé, parce qu'en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe, on le sait. Donc la prononciation du divorce hors du village peut se comprendre, à mon avis, comme un devoir de rendre public cette rupture officielle. C'est comparable à la procédure de transcription moderne du divorce. Donc c'est la publication, en fait, en quelque sorte. Il faut que tout le monde soit informé. Et puis, il y a l'article 4, article traitant des règles de rémunération et d'échange, et une esquisse du droit de propriété pour la collectivité. En gros, c'est la règle des encarts, la voix. Qu'est-ce que cela évoque pour toi? Un quart, pour moi, ça fait c'est une répartition de la richesse ou d'un bien matériel. Exactement. Qu'on va diviser, qu'on va répartir pour une personne. Ouais, bah moi c'est ce que ça évoque également pour moi, parce que c'est une suite d'articles. Hein. Il y a la 35, la 36, la 38, et même la 37, hein, qui en fait partie, parce que la 35, tout objet trouvé sans propriété connue ne devient propriété commune qu'au bout de 4 ans. Donc il y a la notion de 4. Dans l'article 36, il y a la notion de 4, c'est-à-dire l'article dit la quatrième mise à bas d'une génisse confiée est la propriété du gardien. Donc, on peut extrapoler et se dire que c'est le lancement en fait de la méthode de rémunération dans l'emploi en fait, lorsqu'on emploie une personne. Par exemple, dans une boulangerie, ça pourrait être la quatrième baguette vendue, et la rémunération de la vendeuse, par exemple. Donc, les sages du Mandé, ils avaient programmé ça comme ça. Donc, la quatrième mise à bas d'une génisse confiée est la propriété du gardien. L'article 38, un 9 sur 4. Donc là aussi, il y a la notion de 4. Je ne sais pas pourquoi le 4, hein, d'ailleurs. Un cas, pourquoi? Ce serait pas mal que ceux qui ont l'info communiquent dans les commentaires. Ça peut être important. Et je sais qu'il doit y avoir des gens qui ont ces informations-là, c'est sûr. Donc là, un 9 sur 4 est la propriété du gardien de la poule pondeuse. L'article 35. Un bovin doit être échangé, là aussi, contre 4 moutons ou 4 chèvres. Donc, un bovin doit être échangé contre 4 moutons ou 4 chèvres. Donc, on fixe les règles là. À mon avis, à cette époque-là, il y avait pas mal d'échanges de bovins donc de tout ce qui est bétail. Et donc, c'était très important d'éclaircir les choses pour qu'il n'y ait pas de troubles ou d'exploitation, enfin de vol déguisé. Et c'est bien parce que là on n'est pas dans l'entreprise enfin de la loi de l'offre et de la demande, voilà. Il y a beaucoup de demandes, donc j'exagère, et par exemple en bovin, comme il y a trop de demandes, ça sera 6 moutons, 8 moutons. Non, là c'est 4 moutons, donc il n'y a pas de règle du marché, et parce que ils ont sans doute jugé, et ils ont peut-être raison, que les règles du marché sont parfois, sinon souvent, abusives. L'article 39, la voix dit qu'à s'ouvrir sa faim n'est pas du vol si on n'emporte rien dans son sac ou sa poche. Donc si on n'emporte rien
Ce n'est pas du vol. Donc c'est une manière de permettre aux gens les gens qui par exemple vont dans les champs et je sais pas moi se servent ou sur des arbres fruitiers, à partir du moment où ils n'emportent pas avec eux pour éventuellement aller revendre, c'est pas considéré comme du vol. Oui, mais Donc admettons, j'ai un. c'était une société humaine quand même, c'était une Oui, société. mais admettons, j'ai un arbre, ça m'appartient. Est-ce que la personne peut venir quand même se servir sur mon arbre? Oui, si tu as un arbre, une personne peut, d'après cette loi-là, cette règle-là du Konkan-Fuga, une personne peut prendre, par exemple, tu as un manguier dans ton domaine, une personne peut passer, prendre des mangues et les manger directement. Pas venir les prendre et les mettre dans un panier et les ramener je ne sais où, mais à partir du moment où il s'en sert, et moi personnellement j'ai été témoin de ça dans un Casamance, qui faisait partie donc, de l'Empire du Mali à cette époque-là, où ça existe toujours, les gens se servent chez les... Oui, ça, parce que de toute façon, ils n'utilisent pas ça pour vendre. Voilà. Donc, Alors après, pourquoi ça sert? c'était peut-être comme ça aussi ailleurs, hein, Ouais. mais en tout cas, de nos jours, c'est plus tout à fait comme ça. Quand on se sert ici, notamment en Europe, on est possiblement, on est possiblement arrêté tout de suite. Donc là, par exemple, les gens pouvaient se servir et à partir du moment où ils n'ont pas amené chez eux. Et ça veut dire qu'aussi, je parle des arbres fruitiers, mais ça pouvait peut-être être même je sais pas, mais on peut même imaginer que ça soit des poules ou des œufs, je sais pas. Tu viens, tu prends des œufs, tu te fais une omelette, je sais pas, moi, tout de suite là, y a pas de mal si j'écoute cette loi. Donc ils ont pensé à ça et c'était quand même assez original. Et puis la voie, il y a les articles à caractère écologique. Écologique, ce que j'allais dire, oui. Ouais. Tu les as vus? Ouais, la brousse est notre bien le plus précieux. Chacun se doit de la protéger et de la préserver pour le bonheur de tous. Voilà. Donc ils ont pensé à la brousse. Parce qu'aujourd'hui on voit des feux de brousse. On voit des gens qui viennent couper des arbres pour aller les vendre pour 20 000 francs CFA, qui équivaut à 15 euros à peu près. Certes, ça peut dépanner, mais ça fait plus de mal que ça n'apporte de bien. Donc là, cet article-là, dès cette époque, dit que la brousse est le bien le plus précieux parce que c'est là où on trouve le gibier, c'est là où on trouve... c'est un élément important tout simplement, c'est là où les jeunes vont pendant des semaines au moment où ils sont circoncis pour découvrir la vie adulte. Donc la brousse est vraiment un bien absolument précieux et cet article-là le précise. L'article 41, avant de mettre le feu à la brousse, ne regardez pas par terre. Levez la tête en direction de la cime des arbres. Pour éviter des accidents, ça. Ah ouais, j'y avais pas pensé. Ça doit être ça. Mhm. Et, pour éviter les accidents. Parce que, effectivement, en mettant le feu à la brousse, euh, bah, ça peut être cause d'accident. De quelle manière la voie? Les incendies? Les incendies, ouais, effectivement. Ça peut brûler, j'allais dire cramer, ça peut brûler des villages entiers, Ouais. ça peut brûler des récoltes, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc là, cet article fait appel à la raison. La personne sera... On peut mettre le feu, tu seras seul, c'est vrai, mais lève la tête. Tu peux en périr, tes proches peuvent en périr aussi. Donc, levez la tête avant de mettre le feu à la brousse. L'article 42, enfin, je m'arrête là. Donc, les animaux domestiques doivent être attachés au moment des cultures et libérés après les récoltes. Le chien, le chat, le canard et la volaille ne sont pas soumis à cette mesure cependant. Pourquoi? Bonne question. Pourquoi les animaux domestiques doivent être attachés? Bon, ça je le comprends, parce que pour pas qu'ils causent problème au moment des cultures et qu'ils détériorent, enfin qu'ils saccagent la culture des autres, et libérés après les récoltes, parce que là il n'y a plus de problème. Par contre, le chien, le chat, le canard, peut-être parce que c'est des animaux qui sont plus... qui font pas des saccages, peut-être, je sais pas. Je sais pas comment. Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. J'ai pas la réponse à tout à ce niveau-là. Voilà la voix. Si tu n'as rien à dire, pour moi, c'est bon. Et il y aurait sans doute encore beaucoup à dire à ce sujet. Je vous remercie pour votre fidélité. Cet enregistrement est destiné à être écouté sur Patreon en version audio et sur
YouTube en version vidéo, avec les images de Cyberlink. Merci de liker, partager et commenter si ça vous plaît. C'est déjà, c'est déjà un gros soutien que de faire ceci. Bientôt, nous nous intéresserons aux événements du XIVe siècle.